Bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler sur la seconde partie du texte Le portrait ovale qui se trouve dans vos manuels, pages 64-65. On va s'intéresser tout d'abord à la première question qu'on va faire ensemble comme hier en annotant le texte pour que vous compreniez. Pour ça, on va regarder uniquement les 40 premières lignes du texte, c'est là qu'on trouvera les réponses pour la première question. Alors la première question, c'est juste une question vrai-faux. On va répondre vrai pour la première question, pour la seconde et aussi la troisième. Et on va voir pourquoi dans nos annotations. Alors je vous souligne les indices qu'il fallait trouver. Comme œuvre d'art, on ne pouvait rien trouver de plus admirable, donc la peinture est d'une qualité parfaite. L'immortelle beauté de la physionomie de la jeune fille, donc le modèle est d'une très grande beauté, c'est vrai ça aussi. Et enfin, une expression vitale absolument adéquate à la vie, donc le tableau exprime la vie, c'est vrai aussi. On passe maintenant à la question qui porte sur les sentiments que ressent le narrateur face à ce tableau. Donc vous devez chercher dans le texte tout ce qui renvoie aux sentiments du narrateur. Alors qu'est-ce qu'on va souligner? Je vais trouver d'abord le verbe m'impressionna si soudainement et si fortement. Puis je vais trouver un autre indice, très vivement, les yeux rivés à ce portrait, donc ça me montre qu'il est subjugué par le portrait, qu'il est captivé par lui. Il me dit qu'au début ce tableau l'avait fait tressaillir, et il utilise une gradation, confondu, subjugué, épouvanté. Il parle même de terreur face à ce tableau. On peut parler de gradation dans les sentiments du personnage, puisqu'on revient à ces trois adjectifs qui sont confondu, subjugué, épouvanté. Alors ça veut dire qu'au départ, il est confondu, il est troublé par le tableau, il ne sait pas pourquoi. Puis il est subjugué, il est sous le charme de ce tableau. Et enfin, quand il comprend quel est le charme de ce tableau, il va entrer dans une terreur et il est épouvanté. Donc ses sentiments vont du moins fort au plus fort. C'est ça la gradation. Nous allons maintenant quitter le narrateur qui est dans le château et nous intéresser à la structure de la nouvelle. Alors, ce qu'il faut que vous remarquiez, c'est que le narrateur lit un livre juste avant de voir le tableau et à ce moment du récit, une fois qu'il a compris le charme du tableau, il va nous lire ce qu'il trouve dans ce livre. L'histoire que l'on va lire maintenant, c'est donc l'histoire du portrait qui a marqué le narrateur, qui l'a choqué, qui lui a fait fermer les yeux. En littérature, ça s'appelle un récit dans un récit, ou alors un récit emboîté, ou bien une mise en abîme. Si vous regardez bien l'image que je vous ai mise, elle représente l'idée de récit dans le récit ou de mise en abîme, puisque vous avez une main dans une main, dans une main, dans une main. Alors nous, on aurait juste une histoire dans une histoire. On n'aurait qu'une main et une autre main, pour que vous compreniez bien l'image. Dans notre texte, le récit dans le récit commence avec l'ouverture des guillemets, ligne 41. Et l'histoire de ce tableau se termine ligne 110 avec la fermeture des guillemets après la dernière phrase, tirée, elle était morte. Donc voici la fin de notre mise en abîme. À partir du moment où on change de récit, la narration ne va pas être la même. Alors il y a des petites choses que vous devez remarquer. Lorsqu'on parle du personnage femme, on dit que c'est une jeune fille, on utilise la troisième personne. Lorsqu'on parle du peintre, on utilise aussi la troisième personne. Je vous souligne les il. La présence de la première personne a complètement disparu dans ce récit-là. Donc je rappelle, le narrateur est en train de lire le récit qui est écrit dans le volume. Nous voici donc plongés dans l'histoire de deux nouveaux personnages, un peintre et sa jeune épouse qu'il va décider de peindre sur son tableau. C'est sur cette jeune femme que porte la question 3a. Comment l'amour de la jeune femme pour le peintre se manifeste-t-il? Allez, on retourne à la chasse aux indices.
Je dois donc trouver les mots qui renvoient à l'amour de la jeune femme pour le peintre. Et c'est ce que je vais entourer sur le document. On a essentiellement le champ lexical ou la famille de mots de l'amour qui apparaissent. Aimable, elle vit, aima, épousa, donc leur amour a dû être très très rapide. Je retrouve à nouveau le mot aimable et on renvoie au caractère de ce personnage plein de gaieté. Aimant et chérissant toute chose. Aimer, chérir, ce sont deux verbes qui sont synonymes. Elle était humble et obéissante comme preuve d'amour envers son mari, et elle s'assit avec douceur, donc encore une preuve. Et enfin, elle l'aimait si fort. Donc on a prouvé l'amour de la jeune femme pour son mari le peintre, et maintenant on va s'intéresser à ce personnage-là, celui du peintre, on va voir quels sont ses sentiments lui pour sa femme. Cet homme a donc décidé de faire le portrait de sa femme, qui est très amoureuse de lui, maintenant à la recherche des sentiments qu'il a pour elle. On va lire déjà une phrase qui est intéressante, ayant déjà trouvé une épouse dans son art. Donc il est plus marié avec la peinture qu'avec sa femme. D'ailleurs, pour sa femme, l'art est un véritable rival. Que ressent-il en la peignant ? Il ne voulait pas voir que la lumière qui tombait si lugubrement dans cette tour isolée desséchait la santé et les esprits de sa femme, qui languissait visiblement pour tout le monde, excepté pour lui. Ce qui va confirmer le désintérêt du peintre pour sa femme, c'est ce qu'on trouve à la fin du texte, de nouveaux indices. Il détournait rarement les yeux de la toile, donc il ne regarde pas sa femme. Et à nouveau, il ne voulait pas voir que les couleurs qu'il étalait sur la toile étaient tirées des joues de celle qui était assise près de lui. Donc il est totalement aveuglé par son travail. Il ressent plus d'amour pour sa peinture que pour sa femme qui pose. On va nous parler là d'extase. D'extase pourquoi ? Pour son travail. Donc vous voyez qu'on est face à deux personnages que tout oppose. Une jeune femme aimante, obéissante, qui adore son mari, et d'un autre côté, un mari qui est obnubilé, obsédé par sa peinture bien plus que par sa femme. Jusqu'ici, vous pouvez vous demander, mais où est le fantastique ? Un homme blessé qui est dans un château qui regarde des peintures, un peintre qui peint sa femme et qui fait un tableau d'elle, une femme qui est amoureuse de son mari peintre. Vous ne voyez pas bien le fantastique. Pourtant, plusieurs indices vous y ont préparé. Et le fantastique, il se trouve à la fin. Alors, je vous propose de bien regarder les annotations que je vous ai faites sur la bande dessinée. Donc, voilà le tableau de la femme que le peintre est en train de réaliser. Il s'écrit « c'est la vie elle-même ». C'est comme s'il avait réussi à transférer la vie de sa femme sur son tableau. Et dans la dernière vignette, vous avez un crâne, symbole de mort, et vous retrouvez la jeune femme sur son lit qui est décédée. Et en fait, quel est le phénomène fantastique ? Eh bien, il semblerait qu'au fil du temps, en prenant les couleurs, le visage, l'énergie de sa femme, il l'a transférée sur le tableau, mais par là même, il l'a tuée. Cette idée de mort, vous la retrouvez sur cette illustration du portrait ovale. Je ne sais pas si vous aviez vu le sang qui dégouline de la rose que tient la jeune fille, ce sang qui symboliserait la mort du personnage féminin. Comme je l'ai dit dans l'introduction, dans une nouvelle fantastique, vous allez être confronté à la fois du rationnel, c'est-à-dire ce qui renvoie à la raison, ce qui est réel, mais aussi à du surnaturel ou à de l'irrationnel. Ce sont les 3 dernières questions et je vous en donne la réponse ici. On a dit précédemment que le fantastique se trouvait à la fin de cette nouvelle, mais il était là déjà, il y avait des indices, grâce à l'apparition inattendue et terrifiante d'un tableau pour le narrateur au début. Dans le second récit, le récit emboîté,
On se trouve face à l'histoire du peintre et de sa femme, et avec la fin du récit, on comprend que ce serait un tableau qui récupère la vie du modèle qui posait pour le peintre et qui la tue par la même occasion, par la même. Alors, quelle explication rationnelle je pourrais donner? Elle est toute simple. Le modèle est mort de faim, de fatigue, de manque de lumière. Donc ce n'est pas le peintre qui a tué sa femme, elle est simplement décédée du fait de son épuisement, parce que ça faisait de longues journées qu'elle posait pour lui sans repos. Mais on peut aussi accepter le fantastique et se dire que cette histoire a une explication irrationnelle. Le tableau, il est fait de la vie du modèle, et c'est le tableau qui a tué la jeune femme, comme si le peintre avait trempé ses pinceaux dans son sang jusqu'à l'épuisement de son modèle. Et d'ailleurs, c'est confirmé dans le récit 1, puisque c'est ce qui a provoqué la terreur du narrateur. Il a cru vraiment que le tableau était vivant, vous vous souvenez, il a fermé ses yeux après l'avoir vu, et comme c'est un tableau qui est ovale et qui ne contient que la tête du personnage, une tête qui est entourée de couleurs sombres, il a pu même croire à la lumière de son candélabre qu'en fait il y avait quelqu'un dans sa chambre en ne voyant que la tête. Donc ça confirmerait l'idée que réellement ce qui est raconté dans le livre est vrai. Le peintre a tué sa femme à force de la peindre dans son tableau. Nous sommes plongés en plein fantastique, mais comme vous vous demandiez dès le départ si par hasard le narrateur, l'homme blessé, ne s'était pas endormi en lisant, eh bien peut-être que toute cette histoire n'est qu'un rêve de la part de ce narrateur. Peut-être que ce n'est pas un rêve et qu'il était éveillé. Vous voilà plongé en plein doute, nous sommes bien dans le récit fantastique.